avoir tourné la vidéo sur l'insécurité chez les filles, je voulais aussi parler de l'insécurité chez les hommes. Je ne suis pas un homme, bien évidemment, donc je ne pouvais pas me permettre de pouvoir aborder ce sujet seul. C'est pour cela que j'ai fait appel à 4 de mes amis, Joey, Mika, Sam et Jimmy. J'ai aussi remarqué que c'est un sujet qui n'est pas très abordé dans la francophonie, donc du coup je me suis dit pourquoi pas en parler. Limite, c'est vrai que ça a l'air un petit peu tabou, surtout dans les églises, l'homme qui est dans l'insécurité, et justement on va essayer d'en parler pour pouvoir améliorer cela, parce que bien évidemment on a des défauts et on peut les arranger toujours. J'espère que cela va te faire du bien. Si tu as des commentaires, des avis, ton opinion à donner sur ce sujet, n'hésite pas à l'écrire en commentaire, et je te souhaite un bon visionnage. Salut les gars. Salut. Vous allez bien? Bah ça va et toi? Ouais, ça va. Du coup, on va commencer par les présentations. Chacun son tour. On va commencer par Samuel. Bah, bonjour à tous, je m'appelle Samuel, je suis chrétien, j'ai 22 ans et je suis célibataire, ce qui aura son importance pour les questions qui vont suivre. Super. Jimmy? Yes, bah moi je m'appelle Jimmy Despinois, j'ai 23 ans et puis bah je suis un mec, du coup je suis là. Joey? Joey Dadou, 24 ans, d'origine martiniquaise. Voilà pour moi, on va être simple. Ok. Mika? Alors, moi, c'est Michael Pépin. J'ai 24 ans également. Je suis marié, jeune étudiant et je suis chrétien. La parole est à qui veut. Alors pour moi, personnellement, un homme, c'est plusieurs choses. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de lister ce qui faisait vraiment d'un homme à un homme. C'est-à-dire que si on lui retire ses caractéristiques, on peut raisonnablement penser que ce n'est plus un homme au sens moral du terme. C'est-à-dire que j'ai défini l'homme sous 3 angles, enfin j'ai vu l'homme sous 3 angles, c'est-à-dire au sens spirituel, l'homme selon la Bible, etc., au sens moral, ce qu'on attend de lui dans la vie de tous les jours, etc., et au sens sexe, au sens sexe masculin, un homme de sexe masculin, d'accord? Je me suis plus penché sur les caractéristiques spirituelles et les caractéristiques morales que les caractéristiques biologiques ou sexuelles. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un homme? Ce que j'estime être un homme. Pour moi, un homme, quand il est marié, pour moi, un homme, c'est le pilier principal de la famille. Celui sur lequel tous les membres peuvent s'appuyer, avoir confiance pour ne pas, comment dire, quand il y a des moments de trouble, etc., on peut s'appuyer sur lui parce qu'on sait qu'il est une sorte de figure de proue de la famille, d'accord? C'est vraiment le pilier solide de la famille. Ensuite, j'ai défini que l'homme était quelqu'un de responsable. C'est-à-dire que pour moi, un homme doit absolument être responsable, c'est-à-dire qu'il doit assumer ses choix. Il ne doit pas, à chaque fois qu'une difficulté se présente, la fuir, parce que ça ne ferait pas de lui un homme, tout simplement. Ensuite, en caractéristique d'un homme, souvent les hommes, alors là c'est plus physique et biologique, mais les hommes souvent ont une force plus importante que les femmes. Et pour moi, un homme, c'est aussi quelqu'un qui sait se maîtriser au niveau de sa force. C'est-à-dire que je ne peux pas concevoir qu'un homme qui se dit homme puisse battre sa femme, par exemple. Vous voyez? C'est des choses que je ne peux pas concevoir venant d'un homme. Il est conscient qu'il a une force physique plus importante, et de ce fait, de cette conscience, il doit pouvoir se maîtriser pour ne pas avoir à faire ces choses-là, justement. Peu importe à quel point on le pousse à bout, peu importe à quel point les événements le poussent à bout, il doit être capable de pouvoir se maîtriser en tout temps, surtout de sa force physique. J'ai défini un stade important entre l'homme et le jeune homme, c'est-à-dire son indépendance. C'est-à-dire que pour moi, un homme, c'est quelqu'un, c'est pas une personne qui est dépendant de quelqu'un. Alors, je parle pas de Dieu ici, puisqu'un homme, pour moi, spirituellement, doit être dépendant de Dieu. C'est même ce qui fait peut-être sa principale caractéristique spirituelle, j'ai envie de dire. Mais au sens moral du terme, un homme, pour moi, ne doit pas être dépendant de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il ne doit pas... c'est pas quelqu'un d'autre d'extérieur à la famille qui va lui dire comment agir au sein de son foyer, qui va lui dire comment il doit traiter sa femme, comment il doit s'occuper de ses enfants, etc. Alors, les conseils sont les bienvenus, bien sûr, mais ce n'est pas cette personne extérieure qui va dicter la manière de se conduire d'un homme. D'accord? Un homme se définit aussi, je trouve, par son courage.
C'est-à-dire qu'un homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se défile tout le temps, qui n'assume jamais ses responsabilités, qui vient toujours à se cacher derrière les autres, à toujours remettre la faute sur les autres quand c'est lui qui a commis quelque chose. Un homme, pour moi aussi, ça se voit dans sa sagesse. D'accord? Alors, j'ai mis en exemple une sagesse, par exemple, dans le choix de sa femme. D'accord? Alors, c'est l'exemple qui me paraît le plus, on va dire, évident, on va dire. Mais par exemple, un homme qui ne s'intéresse, par exemple, qu'aux caractéristiques physiques ou qui ne s'intéresserait qu'à des choses qui seraient finalement pas si importantes pour une vie à deux, pour moi, ça fait de lui quelqu'un plus de fou, vous voyez? Plus un jeune homme qui cherche certaines passions, qui cherche certains plaisirs, mais pas un homme réfléchi, qui a bien réfléchi à la question et qui peut prendre la mesure de ce que c'est que prendre une femme et un foyer pour la vie. Et pour terminer, donc sur le dernier argument que j'ai trouvé qui définit un homme, je dirais c'est son autorité. Alors j'ai défini ça comme autorité, mais je suis pas sûr que ce soit le bon terme employé en fait. Ce que j'entends par autorité, c'est au sens qu'un homme, pour moi, est le chef de famille, d'accord? J'estime, mais je le dirai certainement plus tard dans l'intervention, un homme ayant le rôle de chef de famille se doit d'avoir autorité au sein de son foyer. Il ne peut pas se permettre d'être dominé par ses enfants, d'être dominé par sa femme, de subir les décisions de chacun sans apporter la sienne et sans qu'elle ait de l'importance. Car s'il apporte sa décision et qu'elle n'a aucune importance et que les membres de la famille n'en ont rien à faire, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un homme? Voilà. Je laisse la parole aux autres. Ok. Je voulais peut-être quand même revenir sur ce que Samuel a dit, parce qu'il m'a semblé que tu as défini l'homme que dans le cadre du mariage. Et ça me dérange un peu, tu vois, parce que je me dis que c'est un homme qui se marie, c'est pas parce que je me marie que je deviens un homme, tu vois. Et je pense que c'est juste dans la manière dont tu présentes ça. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, parce qu'effectivement, un homme dans le mariage, il est tout ce que tu as dit et c'est vraiment important à 100%. Mais je pense que, en tout cas pour ma part, un homme, parce que pour ma part, un homme, c'est à la base un être sexué masculin. Tu vois, c'est déjà ça de base, sur le point de vue biologique. Et ensuite, il se définit. Un homme est homme parce que Dieu l'a créé homme, en fait, simplement déjà pour ça. Pour moi, en fait, avant même que tu ne fasses quoi que ce soit, que tu arrives à être bon dans tes finances, ou que tu arrives à te maîtriser par ta force, je sais pas, pour moi, un bébé masculin qu'on appellera un garçon, c'est un homme dans un petit corps, en fait. Et cet homme-là, il se développe, en fait. Simplement, non, mais très, très, très concrètement, c'est un homme dans un petit corps. C'est pour ça que pour moi, l'identité masculine, elle est d'abord liée à quel être que Dieu a créé, en fait, très simplement. Maintenant, si on arrive sur les caractéristiques morales d'un homme, je pense que on peut beaucoup discuter aussi par rapport à la culture. Donc là, le point de vue que je vais parler, il sera certainement aussi empreint de ma culture, en tant qu'antillais, mais aussi en tant qu'enfant de Dieu. Selon moi, un homme, c'est quelqu'un qui est capable qui a pour mission comme caractéristique de cultiver, de protéger, d'apporter de la valeur ajoutée à son environnement, en fait. Moi, je vois vraiment ça comme ça dans la définition de l'homme. Je me base sur Genèse, la Genèse simplement, à Adam. L'ordre que Dieu a donné à Adam, c'est de cultiver le jardin et c'est de dominer sur la terre. Et de base, je garde la partie seulement cultivée parce que c'est vraiment ce qui a été donné à l'homme de cultiver. Et pour moi, ça, c'est vraiment ce qui définit l'homme. C'est vraiment cet attribut-là qu'il a reçu, de pouvoir cultiver, faire grandir, pouvoir, en fait. Et ça va se développer ensuite dans le cadre de la famille, dans le cadre de la société, dans le cadre d'un différent cadre, en fait. Mais de base, d'abord, c'est ça, en fait. Il n'a rien fait, mais il a cette capacité-là en lui. Il est ça. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, alors oui, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit, donc au niveau des attributs masculins, etc. Mais j'étais pas vraiment sur les attributs. En fait, j'ai plus décrit, tu as raison, plus dans le cadre du mariage, même si j'ai parlé de l'indépendance qui pour moi, disons que c'est l'étape qui fait passer d'un jeune homme à un homme pour moi. Même si l'âge a évidemment son importance, mais voilà.
Mais après, oui, j'étais pas sur les caractéristiques masculines, puisque pour moi, c'était, si on veut, évident qu'un homme a des caractéristiques masculines. J'étais plus sur ce qui définit moralement un homme et qui fait qu'on peut l'appeler homme au sein de la société au-delà de son sexe. Voilà. Mais je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Mika et Jimmy, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bah, je trouvais ça assez intéressant le point de vue de. Bah, déjà, Sam, il a bien épilogué là, au début là, sur la question. Mais il y a quand même enfin, je dirais deux mots centraux genre, pour vraiment résumer ce qu'ils ont dit. Pour moi, c'est d'abord la maturité. Ce qui fait la différence vraiment d'un homme et d'un jeune homme, et aussi les responsabilités. C'est vraiment ce que j'ai à peu près retenu des deux discussions de Sam et de Joey. C'est vraiment ces deux trucs. Maintenant, je me pose la question, tu vois, genre, mais comment est-ce qu'on appelle du coup un mec qui a 50 ans, mais qui prend pas ses responsabilités, qui habite encore chez ses parents, etc. Est-ce qu'on l'appelle homme? Comment vous l'appellerez-vous? Bah, moi, je l'appelle homme. Moi, je l'appelle homme. Enfin, je veux dire, faut pas chercher selon moi, faut pas complexer les gens ou créer des catégories. Enfin, la vérité, elle est simple. C'est un homme, tu vois, c'est un homme de 50 ans qui assume pas ses responsabilités. Pour moi, en vrai, c'est juste ça, tu vois. Pour moi, t'as ton identité qui va jamais changer, qui va jamais changer. Tu es homme, tu es homme, tu es femme, tu es femme. Et ensuite, ton mode de vie remettra jamais en cause ce que tu es pour moi, tu vois. C'est pour ça que tu as des hommes qui ont le cœur bon, tu as des hommes qui ont le cœur mauvais. Et pour moi, des responsabilités, pour moi, c'est l'homme quittera son père et sa mère. C'est pas parce que tu as quitté ton père et ta mère que tu es homme. C'est parce que tu es déjà homme. On te dit que tu vas quitter ton père et ta mère dans le cadre du mariage, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est hyper stable et qui est absolument indépendant de ton vécu, en fait. En fait, ça me fait du mal de me dire, je suis moins que. Il y a des gens qui sont moins hommes que d'autres. Non. Moi, je pense qu'il y a des gens qui se comportent moins bien que d'autres. Il y a des gens qui ont de moins bonnes valeurs que d'autres et qui ne sont pas pleinement dans leur identité, dans leur rôle. On parle beaucoup de rôle, en fait, mais l'identité, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper stable et qui bouge pas, qui est vrai de base, tu vois. Ok. Juste pour, ouais, on va dire un peu conclure, on va dire un peu tout ça. J'ai entendu ce que mes compères hommes ont pu dire, hein. Il y a deux choses qui se distinguent vraiment, c'est l'aspect identitaire. Donc, si je suis né avec un sexe masculin, je suis un homme, voilà. Donc, il y a cet aspect-là, et l'aspect du rôle, où Samuel et Jimmy ont un petit peu plus accentué sur le fait qu'il faut la maturité, des responsabilités, certaines valeurs. Et tout ça, en fait, pour relier, on va dire, ces deux choses-là, je mettrais en phase, on va dire, l'aspect éducationnel, quoi. Parce que pour moi, on est homme, mais on devient surtout potentiellement un vrai homme par l'éducation qu'on a reçue, par les choses qu'on a vécues, etc. Il y a un aspect d'apprentissage, d'éducation qui est hyper important. Et c'est dans cet aspect-là, donc en fait, c'est dans cette durée-là où on est né et où on atteint un certain âge que beaucoup de choses nous arrivent, on apprend des choses, etc. Et on devient ou pas un homme de valeur ou pas, etc. En gros, c'est un peu ça. Donc, c'est l'aspect éducationnel. Pour revenir un petit peu à la Bible, il y a un seul homme qui n'est pas devenu homme, c'est Adam. Adam a été créé homme. Il était directement grand. Il n'a pas eu le processus d'apprentissage qui est hyper important justement pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'un homme réellement, qui fait que Adam a pu chuter, ok? Et Dieu n'a pas reproduit la même erreur avec Jésus, qu'on parle comme étant le second Adam, le dernier Adam qui est venu. Lui, il est né d'une femme, il a grandi, il a eu tout un processus où il a appris les choses. On a vu qu'il était au temple, il apprenait avec les scribes, etc. Donc, au fait, pour que le potentiel qui était en lui se développe, il a dû passer par le processus d'apprentissage. D'éducation, de grandir, d'être dans un bon environnement, d'apprendre les choses et ensuite ce qu'il était s'est manifesté. Donc voilà en gros. Très, très bonne réponse vue de la Bible aussi, c'est important.
Je vous avoue que c'est une question que, bah, en tant que fille, on peut se demander aussi. Et je pense que c'est important d'y répondre aussi. Euh, voilà, je vous écoute. Mais écoutez, je vais recommencer, donc je vais redémarrer. Je vais d'abord exposer ce que j'ai trouvé comme argument, et après je vais exposer les 3 piliers que j'en ai sortis qui font que les hommes ont du mal à exprimer leur faiblesse. D'accord? Alors, juste avant, j'ai dit donc que l'homme devait paraître fort. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que l'homme était un pilier. D'accord? Il était notamment le pilier de la famille. Et en tant que pilier, on espère d'un pilier qu'il ne cède pas. D'accord? Si un pilier soutient un édifice, on espère qu'il ne cède pas. Si on vous apprend que vous êtes sous un édifice et que les piliers peuvent potentiellement céder, vous allez commencer à prendre peur, à partir, ou alors à commencer à vous questionner sur quand est-ce que le pilier va céder. D'accord? Et ce pourquoi il a peur de montrer ses faiblesses, c'est parce qu'il a peur qu'en fait la crainte s'empare de sa famille. D'accord? Il est censé être la protection de sa famille, le rempart qui les protège de l'extérieur, de mauvaises choses qui pourraient leur arriver. Et si on craint que le pilier cède, on craint, comment dire, la peur et la confusion peuvent entraîner des conséquences assez immenses, assez grandes et assez imprévisibles si on apprend que le pilier peut céder. J'ai pris un exemple qui va sûrement parler à beaucoup de personnes. Il peut y avoir au sein d'un couple des difficultés financières qui peuvent survenir, d'accord, au sein d'un mariage, d'un couple, etc. Et ce qui se passe souvent, c'est que les parents, pour protéger les enfants, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne le disent pas aux enfants. Ils font en sorte que tout se passe bien dans le foyer. Ils vont peut-être essayer de trouver des manières de le dire. Ils vont dire, bon, bah, ce mois-ci, on va devoir peut-être un peu moins manger. Enfin, non, ils vont pas le dire comme ça, sinon, évidemment, on va prendre peur. Mais vous voyez l'idée. Ils vont commencer à utiliser des métaphores, des images pour faire comprendre à l'enfant qu'il n'est pas en danger, en fait. Et ce qui se passe souvent, c'est que quand ces enfants racontent leur témoignage une fois qu'ils ont grandi, ils expliquent qu'ils n'ont jamais manqué de rien. Alors que pourtant, les finances avaient quand même baissé. Objectivement, les finances n'étaient plus là. Mais ils vont vous dire qu'ils n'ont jamais manqué de rien et que leurs parents ont toujours fait en sorte qu'ils ne manquent de rien. Parce que ces parents, justement, n'ont pas transmis la peur qu'ils avaient eux-mêmes à leurs enfants. Et je pense que l'homme se sent investi de ce rôle, de se dire, je suis le pilier, je suis le rempart, il ne faut pas que la crainte s'empare de ce que je protège. J'ai noté cette phrase que j'avais entendue quelque part, qui dit que quand tu vois ton père pleurer, quelque chose se brise en toi. Quand vous voyez votre père pleurer, quand vous voyez votre mère pleurer, ça vous fait quelque chose, vous avez de l'émotion, etc. Mais ça n'a rien à voir avec quand vous voyez votre père pleurer, qui, par exemple, alors je dis pas pleurer pour une naissance ou des choses comme ça, je dis plutôt pleurer de désespoir, vous voyez. Quand votre père commence à pleurer de désespoir, vous commencez à comprendre que le dernier rempart qui vous sépare de la vie, de la vraie vie, de la vie qui est dure, finalement, il n'y en a plus en fait. Le dernier rempart vient de s'effondrer et finalement, vous êtes le premier à être exposé à la vie extérieure, sans forcément avoir les capacités mentales de survivre à la vie extérieure. En vous disant, finalement, si même lui a échoué, comment moi je pourrais ne pas échouer. Voilà. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les hommes ne montrent pas leur faiblesse. Ensuite, j'ai noté que c'était aussi par honte, car on porte tous des masques. Donc qu'ils soient de joie, d'assurance ou encore de force, on porte tous des masques. Et de ce fait, on se pose la question de si quelqu'un découvrait mes faiblesses, est-ce qu'il m'aimerait tel que je suis? Est-ce que découvrir ses faiblesses n'altérerait pas l'amour qu'il a envers moi? Est-ce que découvrir ses faiblesses ne ferait pas en sorte qu'il n'aurait que ce regard-là, finalement? Si je peux prendre un exemple simple, si je montre que j'ai de l'assurance en permanence, que les situations ne m'atteignent pas, que j'arrive toujours à les surpasser, ou que c'est l'image que je renvoie aux autres, est-ce que le fait de montrer que finalement j'ai craqué, que finalement c'est trop dur pour moi, que finalement je n'en peux plus, est-ce que c'est pas finalement s'exposer aux autres en leur disant finalement tout ce que vous avez espéré de moi, en fait je ne le suis pas. Et par honte, on se cache en se disant que on n'a pas envie que les autres voient ça en fait. C'est pas ça qu'on a envie de voir. Ce qu'on a envie de montrer, c'est qu'on a de l'assurance, c'est qu'on a de la joie, c'est qu'on est fort,
etc. Alors même si ce n'est pas le cas, parce que vous êtes le premier à savoir que ce n'est pas le cas en vérité, mais vous n'avez pas par contre envie que les autres sachent par peur qu'ils ne voient que ça à travers vous finalement. Ensuite, j'ai noté par peur de déranger. Tout le temps, tout le monde a des problèmes en vérité. D'accord? On a tous des problèmes à plusieurs niveaux, mais en tout cas, on en a tous. Et ce qu'on a peur, c'est d'imposer nos problèmes aux autres, d'imposer notre présence aux autres en leur expliquant nos problèmes. Et notamment, alors je suis assez partisan de cette idée, c'est que tout le monde n'est pas capable de porter les fardeaux des autres. D'accord? Il y a des fardeaux qui sont beaucoup trop lourds à porter. Qu'ils soient en nombre, qu'ils soient en intensité, il y a des fardeaux qui sont beaucoup trop lourds à porter. Et l'homme peut se dire, ce fardeau-là, je ne vais peut-être pas l'imposer à autrui. L'autre argument que j'avais, c'était donc, j'avais dit que c'était donc par peur de déranger, donc par peur de mettre ces fardeaux sur les autres. Mais dans cette peur de déranger, je trouve un autre aspect qui est l'abnégation. L'abnégation, c'est le fait de trouver les problèmes d'autrui plus importants que les siens, ou du moins de considérer autrui plus importants que lui-même, en fait, que soi-même. Et donc, par abnégation, un homme peut se dire que ses problèmes, finalement, ne sont pas aussi importants qu'il le pense, et qu'il préfère s'occuper des problèmes des autres, alors que ce soit célibataire ou marié, hein, j'entends bien, que ce soit marié, il va préférer s'occuper des problèmes de sa femme, des problèmes de ses enfants, des problèmes de son foyer, déjà voir si déjà ici ça va bien, avant de s'occuper de ses propres problèmes. Et en tant que célibataire, il va peut-être pouvoir s'occuper de ses amis, s'occuper de sa famille, s'occuper de son entourage, plutôt que de s'occuper de ses propres problèmes en premier. Donc par abnégation. Parce qu'il va avoir tendance à considérer ces problèmes comme pas si importants. Alors qu'objectivement, ces problèmes sont peut-être plus importants que certaines personnes. Un autre aspect, c'est par peur de son propre jugement. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par propre jugement? C'est-à-dire, en fait, le propre jugement a été influencé par le regard des autres, mais le propre jugement, c'est le fait de se dire, si je ne fais pas telle chose, si je me montre faible, je ne suis pas un homme. Vous comprenez? C'est-à-dire que si un homme se dit, dans telle situation, si je craque, si je ne suis pas la personne qu'on attend que je sois, je ne suis pas un homme. Et par peur de cela, il va avoir tendance à cacher ses faiblesses. En se disant, il ne faut pas que je montre ça, il ne faut pas que j'expose ça, il faut que je prenne sur moi pour que j'assume mon rôle d'homme et que j'assume pleinement. Donc par peur du jugement sur soi-même, parce qu'après, une culpabilité va venir et il va se dire, finalement, je n'ai pas accompli le rôle que je devais accomplir. Parce que je n'ai pas accompli le rôle que je devais accomplir, je ne suis pas un homme. Et par peur de ce jugement, il va avoir tendance à se surpasser, à se dépasser pour justement ne pas avoir cette culpabilité et ce regard qu'il ne veut pas avoir des autres. La dernière chose que j'ai trouvée, c'est par orgueil, tout simplement. Donc voilà, toutes ces choses-là sont vraies, hein, je les pense, ces choses que je viens de lister, mais il est vrai aussi qu'il y a chez les hommes une certaine fierté, un certain orgueil qui fait qu'ils ne veulent pas montrer leur faiblesse. Ils ne veulent pas. Ils se disent je suis un homme. Je suis un homme, je n'ai pas à être de telle manière. Ça change un peu le point d'avant. Mais il se dit je suis un homme, je dois me comporter de telle manière. Ces faiblesses-là, je ne dois pas les avoir. Et ça peut même aller plus loin, c'est-à-dire que certains hommes nient carrément certaines faiblesses. C'est-à-dire que certains hommes, vous allez leur dire, mais tu as un problème de sagesse, tu ne sais pas gérer tes finances. Ils vont vous dire, non, c'est faux, je n'ai pas de problème de finances, je n'ai pas de problème avec tout cela. Et par fierté et par orgueil, il va croire en fait que l'autre personne porte un jugement sur elle. Et par fierté et par orgueil, il va nier sa faiblesse en disant, non, je n'ai pas telle faiblesse. Et donc, finalement, j'ai trouvé 3 pôles qui font qu'un homme ne montre pas ses faiblesses. Le premier pôle étant la honte, le second pôle étant la peur, et le troisième pôle étant l'orgueil. Avec ces 3 pôles-là, c'est ce qui définit qu'un homme a du mal à montrer ses faiblesses. Voilà. Ça avait l'air très bien. Il a beaucoup exposé les différentes raisons. Est-ce que quelqu'un peut rajouter quelque chose dessus? Alors moi, j'aimerais prendre simplement mon cas. J'aimerais prendre simplement mon cas pour expliquer pourquoi, quand j'ai grandi, etc., j'ai pas voulu forcément exposer mes faiblesses.
je considère beaucoup, vous allez voir, hein, je parle beaucoup de la phase de l'éducation, de l'enfance, etc. Parce que pour moi, ça joue un rôle important dans ce qu'on devient au final. OK? Mhm. Quand j'étais en primaire, en collège, etc. OK? Euh, on grandit, mais on est à l'école. OK? Et à l'école, j'aime bien appeler l'école la jungle. Parce que pour moi, c'est vraiment la jungle. OK? Il faut se débrouiller, il faut s'en sortir, il faut montrer, il faut. OK? Dans ce contexte-là, il y a des choses qui ne sont pas permises, on va dire. OK? Si on te voit pleurer à l'école, on est des enfants. Il n'y a pas tellement de personnes qui vont venir te voir, te consoler forcément. Non. On va se moquer de toi. On va dire, ah, tu pleures, etc. Okay? C'est ce genre de comportement-là. Donc, en voyant des comportements comme ça, toi, tu te dis, plus jamais je vais pleurer, par exemple. Ou plus jamais je vais faire telle ou telle chose. Donc, parce qu'en fait, on a eu honte, ou bien on a eu peur d'un jugement, on a peur de futurs jugements, donc on développe une certaine caracasse, on développe cette chose-là qui fait qu'on ne veut pas montrer de faiblesse. Et ça, j'appelle ça du paraître, parce qu'en réalité, c'est bien de ce qu'on est en train de parler, c'est-à-dire que pourquoi on ne parle pas de nos faiblesses, ou bien on n'a pas envie de parler de nos faiblesses, parce qu'en réalité, on en a plein même. Okay? Et on n'a pas envie de les exposer parce qu'on a peur du jugement. On a développé des peurs du jugement, on a peur de la honte. Et c'est basé sur quoi? Sur une mauvaise définition qu'on a eue de ce qu'est un homme. Okay? Moi, je prends mon exemple également. Pleurer, c'était pour les filles. C'est ce qu'on s'est dit. Okay? Si tu pleures, si on te voit pleurer, c'est pour les filles. Ça, c'est pas pour les hommes. Okay? Et à force de développer des choses comme ça, on se dit, je ne peux pas pleurer. Je ne peux pas me montrer, je suis en train de pleurer, mais impossible. Ou bien, même, je prends l'exemple de pleurer, mais ce n'est pas forcément pleurer. Je ne peux pas me montrer, je suis en train de faire une certaine chose. Non. Parce que dans la conception qu'on a développée dans notre culture généralement, ou qu'on a grandi, un homme ne fait pas ça. Donc, je vais cacher cette part-là qui se manifeste parfois en moi, je vais essayer de la cacher ou ne jamais me le montrer pour que je me rassure que je sois un homme en réalité. Je dis, non, moi je suis un bonhomme, jamais je vais, non, ok, moi je suis un homme, quoi, ok. Et c'est faux en réalité, c'est totalement faux. Mais on se rassure derrière ces genres de remparts-là, ces choses-là, pour montrer que c'est ça la force en fait. On définit notre force en ne montrant pas nos faiblesses ou bien en cachant nos faiblesses. Pour nous, c'est ça la force. Alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément ça, quoi. C'est intéressant ce que tu as dit, tu vois. Et moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a vraiment une différence entre la psychologie féminine et masculine, tu vois, mais genre dès l'enfance, tu vois. Genre, tu regardes les gamins quand on est jeune, tu vois, les filles, elles sont tout le temps en train de papoter, etc., tu vois. Alors que nous, les mecs, on est plus en train de se relever des défis, tu vois. Qui est le meilleur, tu vois. Et plus on grandit un petit peu, tu vois. Et donc, on grandit, on est au collège, on est au lycée, tu vois. On fait du sport, on fait une partie de basket. Et tu vois aussi la psychologie qui est différente, totalement différente. Tu joues avec des filles, il n'y a pas de souci, tu fais des passes. Tu fais des passes et tu attends le bon moment pour tirer, tu vois. Tu attends le bon moment parce que tu veux gagner, tu veux que tu es une équipe, tu es là. Et c'est cool du coup d'avoir des filles. Mais quand tu joues avec des mecs, là je balance, mais c'est surtout des footeux, tu vois le truc des mecs où je dois être un pilier pour mon équipe. Genre, je peux pas être le poulet, tu vois. Genre, je peux pas être le dernier qui va être choisi de l'équipe, tu vois. Je dois être celui qui va marquer un point, tu vois. Et donc, on va tout de suite vouloir être mis en avant. On va tout de suite vouloir montrer juste nos forces, tu vois. On va pas vous dire, bah tiens, non, je suis mauvais peut-être en attaque. Je vais peut-être aller en défense. Non, non, on veut dire, non, je sers à quelque chose à l'équipe, c'est moi qui mets des points, tu vois. Et du coup, dans nos relations, c'est un peu ça, tu vois. Déjà, on parle beaucoup moins que les filles. Du coup, on a l'impression que, bah, je vais pas trop parler de mes problèmes, tu vois. Genre, j'ai pas envie d'être le mec relou qui va parler que de ses problèmes, tu vois. Moi, ça m'est arrivé récemment avec Sam. Je lui ai dit que moi, le psoriasis, c'était quelque chose, bah, j'ai du psoriasis. Et c'est quelque chose, moi, qui me pénalise beaucoup dans ma vie actuellement. Et quand je l'ai dit à Sam, ça l'a étonné, tu vois. Parce qu'il m'a dit, bah ouais, c'est vrai, pourtant, on n'a jamais parlé, tu vois. Mais parce qu'au fond de moi, il y a cet orgueil typiquement masculin
qui est de, bah, j'ai pas envie d'être un boulet, tu vois, genre, je vais pas raconter mes problèmes, j'ai pas envie d'être celui, genre, qui va mettre la mauvaise ambiance dans une conversation, tu vois. Mm. Et il y a vraiment cette différence-là avec les filles. Et aussi, le truc, c'est on n'a pas envie de paraître faible parce qu'on n'a pas envie que les personnes disent ah ouais, le mec, en fait, il répond pas à ses responsabilités, tu vois. Donc là, je parlais du maladie ou de quoi, mais ça peut être par exemple dans les finances, tu vois. Genre, si on a un problème de galère d'argent, on n'a pas envie que quelqu'un nous dise ah ouais, le mec, c'est chaud, il gère pas ses finances, etc. Il y a un truc vraiment qui touche à notre estime profonde chez le mec, parce que comparé aux filles, alors c'est une généralité, mais ça reste quand même quelque chose de palpable, c'est que pour un mec, le respect, l'estime, c'est beaucoup plus important que pour une fille, par exemple. Je trouve. Par exemple, une fille va plus être attentive à un je t'aime, tu vois, qu'un mec. Un mec, ça sera plus ah, je suis fier de toi, tu vois. Déjà, il y a une différence de place entre le respect, l'amour. Les priorités sont pas les mêmes. Et pour nous, forcément, du coup, quand on parle de nos faiblesses, on n'est pas valorisé, on est assez diminué, on se sent vraiment pas bien. Et donc, c'est pour moi une des causes, une des premières causes. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, enfin, c'est pas vraiment rebondir, mais j'allais dire exactement la même chose. Donc, bah, tu m'as devancé, donc je pense exactement la même chose. L'homme a besoin d'honneur avant de l'amour, et la femme, pour moi, à mon sens, a besoin d'amour avant d'honneur. Voilà. Ok. Joey, tu as quelque chose à rajouter? En fait, pour moi, l'une des raisons pour lesquelles, et je pense à moi, hein, je me prends comme référentiel et puis j'essaie d'élargir un peu, pourquoi ça ne s'exprime pas sur nos faiblesses? Mais souvent parce qu'on ne sait pas c'est quoi nos faiblesses en fait. Souvent parce qu'on ne sait pas, on n'arrive pas à définir, à mettre des mots en fait sur ce qui ne va pas en nous, tu vois. Et l'expression, le manque d'expression vient du fait qu'on ne se l'explique pas à nous-mêmes en fait. Parce qu'il y a des gars, quand ils comprennent ce qui ne va pas, ils le disent. Mais encore faut-il qu'ils savent ce qui ne va pas. Et je pense que très simplement, si on ne s'exprime pas, c'est souvent parce qu'on ne comprend pas. Et la vraie honte, je pense, dont on parle depuis tout à l'heure, c'est la honte de ne pas savoir s'expliquer qu'est-ce qui se passe chez moi. Et si je ne sais pas s'expliquer ce qui se passe chez moi, qui est-ce qui va le faire à ma place? C'est gênant, c'est assez malaisant en fait. C'est assez malaisant quand tu es là, tu es dans une salle, tu es sur le terrain de foot, je reprends l'exemple du terrain de foot, et tu es le dernier de choisi. Et tu ne sais pas pourquoi, en fait. Et tu sais pas pourquoi. Au fond, qu'est-ce qui te gêne, en fait? Tu es gêné parce qu'on te prend en dernier, parce qu'on t'a clairement fait savoir, frère, tu es nul, ou bien parce que... Pourquoi? Tu sais, c'est cette période de flou là où tu te dis, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Et du coup, tu t'expliques pas trop ce sentiment de mal-être. Et du coup, tu vas pas en parler. On va te prendre à la fin, tu vas jouer. Mais voilà. Mais toi-même, tu n'arrives pas à te l'expliquer. Tu sais pas au juste je me sens mal. Pourquoi? Parce que je doute de moi. En fait, au fond du fond, si tu te connais, tu sais que tu es un vrai bon joueur. On te prend un dernier, dans ta tête, tu te dis, ah, le gars là qui me prend un dernier, là, je suis le cadeau de son équipe, je vais tout faire gagner, l'autre, il va regretter. Tu t'en fiches, tu vois. Et au fond, je pense que beaucoup de manque d'expression est lié à un manque d'explication, un manque de connaissance, en fait. Parce qu'on ne se connaît pas bien, souvent, on n'exprime pas nos sentiments. Un homme et ça rejoint ce que Michael disait par rapport à l'éducation, si on t'a tout le temps éduqué dans un sens où tu ne... exprimer ses émotions de tendresse, c'est vu comme faible. Pour toi, ta faiblesse, ce sera ça. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est une vraie faiblesse, en fait? Parce qu'au final, en grandissant, il va peut-être se rendre compte qu'en étant doux, il arrive à ouvrir des portes que la force n'arrivait pas à ouvrir avec dans des relations. Et au final, ce qui avait été appelé faiblesse est au fond une force. Mais là encore, ça vient du fait qu'il ne s'est pas expliqué à lui-même que en fait, ce sont ses parents qui lui ont transmis ça et que du coup, ce mal-être qu'il peut ressentir, ça vient de ça. Tu vois, il y a un manque d'explication, il y a comme un flou. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, au fond, si on n'exprime pas nos sentiments, c'est parce que nos faiblesses, c'est parce que souvent on appelle, on ne s'explique pas bien les mécanismes qu'il y a derrière ce qu'on a admis comme étant des faiblesses en fait. Très simplement. Parce que si on admet nos faiblesses vraiment, on peut en parler.
Parce que personne n'aime être faible et rester faible, en fait. Ouais, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Je dirais c'est un peu comme ça. Moi, très simplement, je dirais c'est parce que on ne s'explique pas vraiment les choses. À nous-mêmes, on n'arrive pas à se l'expliquer. Et puis, il y a autre chose aussi qui me vient à l'esprit, c'est que si on n'exprime pas nos faiblesses, c'est sûrement aussi, peut-être parce qu'on ne connaît pas non plus nos forces. C'est-à-dire qu'on regarde le verre à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein. Et quand on pèse dans la balance, quand on se connaît bien, qu'on connaît ses qualités, bon, je sais que je sais faire rire les gens, je sais que j'ai une très bonne argumentation, je sais que dans ma tenue vestimentaire, je sais me présenter. Donc, sachant tout ça, je n'aurais pas de honte à dire, bon, j'ai des trous de mémoire, si jamais je fais des blancs pendant mon speech, pardonnez-moi, c'est une faiblesse. Mais au fond, j'ai tellement bâti une assurance d'un côté, si je regarde à ça, très clairement, ma faiblesse, je pourrais l'exprimer. Et c'est une faiblesse. Mais ce qui va me permettre de l'exprimer, c'est parce que je connais aussi mes forces et que j'ai fait ce travail de balance. Et au final, je vais l'exprimer. Mais du coup, pour répondre à la question directement, le fait qu'on n'exprime pas du coup nos faiblesses, c'est souvent aussi parce qu'on ne regarde pas ce qu'il y a. On n'est pas les choses en porte-à-faux vraiment dans ce qu'il y a en nous, le bon, le fort et puis le faible. Et puis je pense que si on faisait ça plus souvent, peut-être qu'on exprimerait plus nos faiblesses et on les relativiserait simplement, quoi. Yes. Premièrement, donc pour répondre simplement, oui, la comparaison existe, évidemment. On n'est pas dans une espèce de boîte noire où on ne voit pas les autres, où on avance tout seul avec ce qu'on aime, etc. Non, évidemment, les autres autour nous influencent, en bien comme en mal, évidemment. Mais oui, la comparaison existe, puisqu'on veut devenir comme telle personne, on ne veut pas devenir comme telle personne, etc. Ces choses-là existent. Je vais donner plutôt mon expérience personnelle, puisque je n'ai pas trouvé d'argument, en fait. C'était plutôt une expérience personnelle. À titre personnel, j'ai bien réfléchi et je pense, Dieu me pardonne si c'est faux, mais je pense n'avoir jamais été jaloux d'un homme, en fait. D'accord ? Alors, quand je dis jaloux, alors j'ai cherché la définition de jalousie pour être sûr de moi quand même. La définition de jalousie, c'était que la jalousie, c'était une envie envers quelqu'un, mais qui procure de l'hostilité envers cette personne. D'accord ? Si je suis jaloux, par exemple, de quelqu'un qui a une belle voiture, je vais commencer peut-être à lui parler mal, ou être un peu incisif dans mes propos, ou peut-être à parler dans son dos, à être hypocrite. Ça, c'est plus ça que je verrais comme de la jalousie. Maintenant, personne, je pense, ne peut dire sur cette terre qu'il est le modèle absolu et qu'il n'a plus, lui, besoin de modèle. Et de ce fait, à titre personnel, je pense n'avoir jamais été jaloux, mais par contre, j'ai envié certaines capacités, certaines caractéristiques chez les autres. Par exemple, envier l'intelligence de quelqu'un, son éloquence, la beauté de quelqu'un, tout simplement, me dire si j'avais cette tête, peut-être que telle chose me serait permise, etc. Mais dans tout ça, je n'ai jamais été jaloux, c'est-à-dire je n'ai pas eu d'hostilité envers la personne en me disant parce qu'elle est intelligente, parce que je la pense plus intelligente que moi, parce que je la pense plus éloquente, parce que je la pense plus belle, alors je vais couper les ponts, je ne vais plus lui parler, je vais commencer à lui parler avec dédain, etc. Ces choses-là ne me sont jamais arrivées. Et mieux que ça, en fait, j'ai envie de dire que quand je vois quelqu'un qui a ce genre de caractéristiques, en fait, j'essaye de me rapprocher de ce qu'il a, en fait. C'est plus un défi pour moi de me rapprocher de ce qu'il a, plutôt que de me complaire dans ce que je suis et de me dire, bon, bah, il a l'éloquence, bon, bah, moi, je ne l'ai pas, bon, bah, je vais bouder, etc. Non, je vais plutôt me dire, il a l'éloquence, je vais peut-être plutôt me poser la question, de quelle manière il l'a eu ? Quelles études il a fait? Est-ce qu'il a regardé, je sais pas, des vidéos spéciales? Quelle éducation il a eu? C'est plutôt ça qui va me pousser à me dire, il a eu toutes ces choses, il a toutes ces choses, moi aussi je veux les avoir, comment on fait? C'est plus ça en fait, c'est plus un défi qui arrive. Tu nous avais dit comment combattre la jalousie. Voilà, c'était le deuxième intitulé de la question. Pour combattre la jalousie, en fait, il faut déjà comprendre d'où vient la jalousie en fait. Si on ne sait pas d'où vient la jalousie, on peut pas combattre un problème si on ne sait pas d'où vient ce problème. En fait.
Et pour la jalousie, j'ai trouvé plusieurs endroits qui font que la jalousie est ce qu'elle est. La jalousie peut provenir, je pense, de deux choses. Elle peut provenir d'un complexe, premièrement. À partir du moment où on est complexé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je n'ai pas assez d'éloquence, si je n'ai pas assez de beauté, ce sont des complexes qui sont en moi. Et parce que j'ai ces complexes, je peux être amené à être jaloux en me disant, si je n'ai pas ça, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai cela. Donc ça peut venir d'un complexe. La deuxième chose qui peut venir, que j'ai trouvé, c'est la cupidité. C'est-à-dire qu'on ne se satisfait jamais de ce qu'on a en vérité. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, j'ai des qualités et des défauts comme tout le monde, mais je ne vais pas regarder à mes qualités en fait. Je vais plus regarder à mes défauts et je vais me dire, eh bien, puisque je n'ai pas telle qualité, puisque cette qualité ne m'appartient pas encore, alors cette personne, je vais commencer à être hostile, etc. Alors évidemment, c'est un processus plus inconscient que conscient, mais ça peut être par cupidité de se dire, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, sans se satisfaire, en dénigrant finalement les propres qualités et dons qu'on a en nous, en fait. Bon, pour répondre simplement aussi, je rajouterais que oui, il y a de la jalousie entre hommes, c'est évident. Pour ma part, j'ai réfléchi pendant que ça me parlait à des exemples, des fois où j'ai été jaloux. Et il y a une fois, un meilleur pote à moi d'ailleurs, il avait une bonne relation avec une amie qu'on avait en commun. Et j'avais aucune vue sur la nana, hein. Mais je mets bien quand même la position que j'avais dans notre relation d'amitié, de notre trio amical. Et lui, il s'en sortait mieux que moi, tu vois. Il s'en sortait mieux que moi. Et j'ai bien aimé la distinction que Sam il a fait au début quand il définissait la jalousie, quand il disait que la jalousie, c'est ce petit côté hostile, en fait. Parce que si la jalousie naît de l'envie, il y a toujours une envie quand on parle de jalousie. En revanche, être hostile, ça donne un autre aspect à l'envie simplement, ok? Parce que je pense qu'envier les gens de base, si on peut s'en abstenir autant que possible, c'est très bien pour notre santé, pour notre vie, c'est bien. Mais c'est vrai qu'être jaloux, quand tu es jaloux, ça se caractérise souvent par quelque chose de négatif dans le concret. Et pour le coup, l'hostilité qui s'était manifestée dans ce cadre-là, c'était un truc tout bête. Je savais qu'il laissait son ordi ouvert et qu'il discutait avec elle par Messenger ou je sais plus quoi, Facebook ou quoi. Et j'arrive maintenant, c'est mon meilleur pote, je vais déjà de raconter, demander pardon, sans pression. On arrivera sur ça d'ailleurs pour les solutions. Et du coup, j'étais en train de me dire, mais ouais, c'est quoi son secret? C'est quoi? Comment ça? Mais ça me dérangeait. Je me disais que surtout qu'il faisait le mystérieux dans sa conversation et tout. Bref, du coup, j'ai pris un moment dans un temps où j'étais là chez lui, je regardais un petit peu les messages et tout. Et l'hostilité, on va dire que ne s'est pas manifestée envers lui. C'est-à-dire que lui, sans pression. Mais c'était hostile envers sa vie privée, tu vois. Et donc, oui, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, très clairement. Maintenant, mon analyse sur la jalousie m'a dit qu'elle repose toujours, en plus de l'envie, parce qu'on a dit l'envie, ok, mais en plus de l'envie, elle repose toujours sur un sentiment d'injustice, sur le sentiment de c'est pas juste. Et l'être humain de base agit très mal face à l'injustice. Alors, quand il y a vraiment une injustice, ok, mais quand c'est une fausse injustice dans sa tête, c'est là que ça pose problème, parce que l'autre ait une meilleure relation avec tel ami que moi, c'est pas seulement je l'envie, j'aurais bien à sa place, mais moi, je trouve que je dois avoir ça. Et c'est ce basculement dans la pensée où on s'estime devoir, on estime recevoir des choses qui nous poussent à agir justement pour pouvoir combler un manque qu'on a identifié. Et c'est ça qui pose problème. Parce que si on pense qu'on manque de quelque chose alors qu'il ne nous manque de rien, parce qu'au final, j'étais très bien en fait. J'avais une très bonne relation avec la nana en question. C'est sur ça, je pense qu'il faudrait acter, c'est sur l'identification, sur la rendre la personne consciente qu'en fait, il ne te manque de rien. En fait. Tu regardes ce que tu as et ça complète aussi ce que Sam disait sur cet aspect du contentement. En fait. Le mot, c'est ça, c'est le contentement. Quand on se contente de ce qu'on a, on n'est pas jaloux. Point très. C'est pour ça que je rejoins le tout avec l'envie, le sentiment d'injustice et le contentement en solution, en fait, simplement.
Je suis persuadé, moi personnellement, que le contentement n'empêche pas de se dépasser. C'est-à-dire que des gens vont peut-être se dire que le contentement, c'est se satisfaire de ce qu'on est et finalement rester dans la position où on est. Mais c'est pas ça. Le contentement, c'est faire état de nos qualités, faire état de nos défauts et de se dire, même si je progresse, ces choses-là sont toujours là et j'en suis content. Je ne suis pas frustré de ne pas avoir telle chose. Mais ça ne m'empêche pas de me dépasser et d'arriver à avoir mieux. D'arriver, par exemple, comme je disais tout à l'heure, en exemple, plus d'éloquence, etc. Ça ne m'empêche pas d'avoir toutes ces choses. Mais il n'empêche que si je n'ai pas ces choses, je ne serai quand même pas frustré. Alors, il y a deux questions sur ce volet-là. C'est est-ce que la jalousie existe entre les mecs et la comparaison, la jalousie, et comment combattre cela? Pour répondre à la première question, bien sûr que la jalousie existe entre les mecs. Et ça, dès de notre enfance, en fait, parce qu'on est toujours dans un aspect, comme Jimmy disait un petit peu tout à l'heure, on grandit un petit peu quand on est garçon, en tout cas, dans un aspect toujours compétitif. Être meilleur que celui-là, être plus fort, avoir une meilleure condition, etc. Qui fait que, au final, ça finit par créer de la jalousie envers celui-là ou celui-là. Et parfois même, on peut avoir une très bonne condition, mais parce qu'on n'a pas une chose que l'autre a et qui est valorisée dans un groupe, eh ben, on va être jaloux. On va être jaloux, on va se dire, il me faut ça, ou bien il me faut lui couper la patte, il me faut trouver une façon de... Et c'est toujours basé sur l'aspect, et c'est très identitaire à l'homme, hein. On est toujours sur l'aspect de performance, du travail, de la performance, être meilleur. C'est très masculin aussi, ça, de pouvoir toujours faire plus, etc. Et l'homme, par définition, au fait, il va baser généralement sa valeur sur ce qu'il est capable d'accomplir, ce qu'il est capable de faire, que les autres ne peuvent pas faire, etc. Qui fait que ça crée toujours de la jalousie entre nous en réalité. On va peut-être moins le manifester. Ça revient un petit peu sur la question d'avant parce qu'on va se dire que c'est une faiblesse quand même. Mais en réalité, on cherche toujours une façon de pouvoir doubler, de pouvoir couper la patte, etc. Donc, on ne va pas le manifester comme une fille, je dirais, mais il y a de la jalousie, ça existe. Et même dans le milieu chrétien, je dirais même que ça existe également. Parce qu'on a toujours cet aspect de performance, etc. Maintenant, comment combattre cela? Je reviens sur l'aspect identitaire. L'aspect identitaire et l'une des choses aussi qui définit un homme, c'est l'aspect de sa vision, de sa mission en réalité. Parce que si je sais qui je suis, okay, si je sais qui je suis et je sais où je vais, si quelqu'un fait autre chose et qu'il le fait très bien, mais que ce n'est pas du tout ce que je fais, enfin, peu importe, et même si c'est ce que je fais, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas à être jaloux parce qu'on n'a pas les mêmes choses que l'on fait. Et pour ça, j'aimerais prendre une comparaison avec la Bible où on nous dit que nous sommes un corps, ok, et chacun est un membre. Et une main ne peut pas être jaloux d'un pied parce qu'il ne marche pas, parce qu'il n'est pas sur le sol, parce que la main fait autre chose que le pied ne fait pas. En réalité, quand on sait qui on est, ce qu'on a comme force, comme faiblesse, etc., on n'a pas à être jaloux. En fait, la jalousie ne va même pas se manifester parce qu'en réalité, on sait ce qu'on est, on sait ce qu'on a, et on apprécie la diversité, on apprécie ce que les autres font, même s'ils le font très bien, etc. On n'est pas obligé de pouvoir avoir un sentiment envieux, mais plutôt avoir un sentiment où on félicite ces choses-là, on est content de ces choses-là, parce que ça fait partie de la diversité de tout ce que Dieu a créé, de tout ce qui est beau, magnifique. Moi, par exemple, je suis musicien. Il y a des gens, ce sont des peintres, des designers, etc. Moi, je ne suis pas du tout manuel. J'apprécie, je kiffe voir, par exemple, des belles maisons, bien des belles choses. Je sais que je ne vais jamais pouvoir faire ça. Mais je ne suis pas envieux, je n'ai pas besoin d'être jaloux parce que ce n'est pas du tout ce à quoi moi je suis appelé à faire. Et c'est très cool. Hein. On est cool avec ça. Tu vois. Et je pense que quand on sait qui on est et où est-ce qu'on va, qu'est-ce que Dieu nous a appelé à faire, en réalité, on n'a pas à être jaloux et ça ne se manifeste pas en tout cas dans nos cœurs. J'aimerais aussi un petit truc que je trouve qui revient assez régulièrement chez les mecs. Je trouve que la jalousie, elle vient souvent de l'injustice. Je trouve que c'est assez rare
enfin, je trouve, après peut-être que je me trompe, hein, mais je trouve ça assez rare de voir un mec, par exemple, jalouser sur, je sais pas, quelqu'un de riche, tu vois. Je vois rarement. Enfin, s'il trouve pas une excuse, un prétexte, Mm. je trouve que c'est surtout souvent ce genre de l'injustice. Par exemple, je travaille dans le marketing et je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois d'être extrêmement frustré. Je suis sur un projet, je travaille pour un client. On me dit, tiens, moi j'utilise cette technique-là, etc. Je teste, moi ça marche pas. Et souvent tu te dis, mais attends, c'est pas possible, tu vois. Tu cherches toutes les solutions, tu analyses tout, tu regardes tout de A à Z, tu passes des semaines et tout, tu essaies de tout refaire, restructurer. Tu fais exactement pareil, mais ça marche pas pour toi, tu vois. Et moi, la leçon que j'ai tirée de ça, mais c'est qu'en fait, des fois, il y a des situations où t'as pas de leçon à apprendre. Genre, moi, je sais qu'il y a une phrase entrepreneuriale qui dit soit je réussis, soit j'apprends, un truc dans le genre. Mais pour moi, il y a vraiment des fois où il n'y a pas à chercher plus loin, tu vois. Genre, juste, il n'y a rien à apprendre. C'est juste comme ça, genre, apprends. Je pense qu'en tant qu'homme, on doit apprendre juste à vivre l'échec, en fait. Wow. Juste, des fois, tu trouveras pas de solution. Enfin, après, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être c'est peut-être une mauvaise pensée, mais pour moi, il y a des situations où, bah, juste, ok, j'ai échoué, point, en fait. Genre, je sais que pendant un moment, je prenais ça vraiment sur mon identité. Genre, attends, mais je suis vraiment nul, c'est pas possible, en fait. Mm. Genre, là, ça fait un mois que, en fait, pour vous dire, là, j'étais sur un projet avec un client où, franchement, ça n'a pas trop fonctionné. Et en fait, moi, avec ce client-là, je lui ai proposé un truc que j'aime bien faire, c'est je suis payé au pourcentage. C'est-à-dire, si je lui rapporte pas de chiffres, bah, je suis pas payé. Et en fait, j'avais tellement honte de mon travail qu'en fait, ça fait un mois que j'ai procrastiné à lui envoyer ma facture. Parce que je me suis dit, mais en fait, mon travail, ce que j'ai fait là, c'est nul en fait. Genre, je suis nul, tu vois. Mais alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est pas comme ça, genre, qu'on va avancer dans la vie, tu vois. Genre, à un moment, tu dois juste te poser, dire, ok, bah, j'ai échoué, ok. J'ai quand même facturé parce que j'ai réussi à gagner un petit peu d'argent à l'entreprise, mais je pense qu'à un moment, il faut juste apprendre à échouer. Genre, bah, par exemple, tu fais du skate, bah, tu sais bien de savoir faire des kickflips, des ollies, mais il faut aussi apprendre à tomber. Tu dois apprendre, bah, ok, je chute comme ça, ok. Au lieu de juste me laisser tomber la tête paf comme ça sur le sol, maintenant je vais mettre les mains, tu vois. Genre, je vais apprendre. Je vais apprendre à me relever, tu vois. Et il n'y a pas forcément de raison. Peut-être que j'ai fait le bon mouvement, mais il y a un truc que je comprends pas dans mon mouvement qui a fait que bah, je suis tombé. Et je pense que dans la vie, c'est ça. C'est j'ai échoué, c'est pas grave. Alors, forcément, vaut mieux analyser pourquoi on a échoué. Mais si tu comprends pas, je pense qu'à un moment, il faut s'arrêter et ça enlèvera une grosse charge mentale et tu seras plus en train de dire ah ouais non l'autre c'est bizarre, attends c'est pas possible, lui ça fonctionne, pas moi, il doit tricher, il doit faire des trucs bizarres, des trucs illégaux. Non, je pense qu'à un moment bah faut juste accepter en fait que ce qu'on fait c'est pas forcément notre identité et puis c'est tout quoi. Mm. Alors, pour Mm. rebondir un peu sur ce que tu dis, bah, finalement, tu apprends, en fait. Finalement, tu me dis, on s'arrête à un échec, mais finalement, tu apprends, en fait. C'est ce que tu apprends, c'est autre chose. C'est pas forcément ce pourquoi tu étais venu, mais finalement, tu apprends l'échec, en fait. En fait, je dis, on n'apprend pas, mais c'est pas en fait le truc, j'apprends pour ensuite réussir dans ce domaine-là, tu vois. C'est Mm. Mm, plus mm, dans le truc de, ok, j'ai échoué, tu vois, genre point. Genre, mm, il n'y a pas de, ok, je vais fouiner pendant des semaines pour trouver où ça n'a pas été, tu vois. Non, Mm. bah, j'ai pas réussi, puis je passe à autre chose, quoi. Alors, moi, j'ai trouvé 3 solutions pour, pouvoir affirmer son identité en tant que marié ou célibataire. Euh, j'ai mis donc, alors ça rejoint un peu forcément tout ce qu'on va dire puisqu'on est sur une conclusion. J'ai mis il faut aimer ses qualités, ne pas envier celles des autres car elles ne sont pas meilleures mais différentes. Voilà. Donc savoir que ses qualités, ses défauts ne sont pas meilleurs ou moins bons qu'un autre, en fait elles sont juste différentes. Il faut accepter cette différence. J'ai mis pour ce qui est impossible à changer, puisque en vérité, dans tout ce que j'ai dit, on a parlé beaucoup de mérite, on a parlé d'atteindre certaines choses en tant qu'homme, de défis, etc. Ces choses-là, on en parle parce qu'elles nous semblent accessibles. Si je dis à quelqu'un,
est-ce que tu es capable de marquer 2 buts à ce match? C'est un défi que je lui lance et c'était accessible. C'est quelque chose qu'il peut remplir. Mais il y a des choses qu'un homme ne peut tout simplement pas faire, en fait. Ou que certains hommes ont ou peuvent faire et que d'autres ne peuvent tout simplement pas faire. Et à partir de ce moment-là, en fait, il faut faire le deuil de ces choses, en fait. Il faut se dire qu'il y a certaines choses comme l'a dit Michael justement tout à l'heure, il est musicien, ça ne sert à rien de penser être architecte. Sois satisfait d'être musicien et ne pense pas être architecte. Ce qui est impossible à changer, fais-en le deuil. Et ce que tu peux changer, ce que tu peux améliorer, essaye de l'améliorer. Mais ce qui est impossible à changer, typiquement, je pense à la génétique, donc tout ce qui est visage, corps, etc. Ça, tu peux pas le changer. Alors ça ne sert à rien de te mettre sur tes complexes. J'ai un trop grand front, j'ai des trop grandes mains, je suis pas assez fort, je suis trop maigre, je suis trop petit, je suis trop grand. Ça, tu pourras jamais changer. Et puisque tu peux jamais changer, commence à en faire le deuil. Essaye de faire une démarche pour en faire le deuil, puisque de toute manière, si tu n'en fais pas le deuil, c'est des choses qui te boufferont plus tard, en fait. Puisque tu seras toujours accroché à ces choses, alors fais-en le deuil, puisque tu ne pourras pas les changer. Et pour ce qui peut changer, ce que tu peux améliorer, essaye de l'améliorer, essaye de l'acquérir. Et pour finir, là, c'est plus dans le cadre du mariage, c'est connaître son rôle et l'assumer, mais également connaître le rôle de l'autre pour savoir quand il outrepasse son rôle. Il y a un problème qui peut survenir quand on a un homme et qu'on veut prendre ses responsabilités. C'est d'abord, premièrement, de ne pas les connaître, tout simplement. Si on n'a pas la connaissance du rôle que doit avoir un homme dans un mariage, il est difficile d'avoir le rôle d'un homme dans un mariage, puisqu'il faut avoir la connaissance de cela. Mais aussi avoir la connaissance du rôle de la femme aussi dans un mariage. C'est-à-dire de savoir quand est-ce qu'elle outrepasse les bornes. Quand est-ce qu'elle va plus loin que le rôle que Dieu lui a attribué. Quand on sait le rôle de l'autre, on peut être sûr de savoir quand est-ce que nous aussi, quand est-ce qu'on dépasse les limites, quand est-ce que l'autre personne dépasse les limites. Et à partir de là, on peut être pleinement épanoui dans chacun de nos rôles. Ah, c'est grave puissant ce que tu as dit là sur le deuil, là, sur ses faiblesses. Ah ouais. C'est grave puissant. Non, en vrai, pour de vrai, c'est grave important. Ça fait une charge mentale de fou en moi, en fait. Ouais, C'est vrai, hein. C'est grave stylé. Moi, je voulais vous parler de 2 points sur l'identité. Je veux vraiment parler de mon vécu. Le premier point, je vais vous dire tout simplement ce que j'ai fait. Moi, il y a un truc que je fais. Bon, là, j'ai arrêté de le faire. Je ne l'ai pas fait cette année, bizarre, mais d'habitude, je le fais tous les ans. C'est qu'en fait, j'envoie un mail, vraiment un mail, hein, pas en face à face ou un texto, vraiment un mail, tu vois, un truc bien sérieux. J'envoie un mail à Clément. Pour ceux qui ne savent pas, qui vont nous regarder, Clément, c'est mon cousin. Et il me connaît super bien. C'est le mec qui me connaît le plus. Et tous les ans, je lui envoie un mail qui dit: tu vas me dire toutes mes forces, dans quoi je suis bon et dans lequel je peux m'améliorer, et aussi toutes mes faiblesses que je dois arrêter. Vraiment un truc bien cash, en fait. Un truc où, et ce mail, en fait, il est fait pour, je peux pas le prendre mal. Parce que je sais que c'est pour mon bien, c'est ma démarche, etc. Donc, son but, c'est vraiment d'aller en profondeur et de me dire ça, par contre, tu vois, mec, arrête. Genre, ça saoule tout le monde, arrête, tu vois. Et je trouve ça super important parce qu'en fait, tu apprends, et ce qu'on avait dit au tout début, tu apprends en fait tes propres faiblesses dont tu n'es même pas conscient. Et donc c'est un point. Il y a aussi un autre point donc ce mail, un de ces mails m'a aidé. Et aussi certaines de ces vidéos qu'il a fait sur YouTube. Allez voir la chaîne Lénéimi, c'est pas mal aussi. Qui parlait sur la timidité et sur l'introversion. Et moi, je sais qu'il y a un truc qui m'a beaucoup changé, c'est de connaître réellement qui on est. Alors c'est bête dit comme ça, tu vois, genre on se dit, je sais comment je suis, tu vois, est-ce que je suis colérique, est-ce que je suis calme, est-ce que je suis introverti, etc. En fait, c'est pas vrai du tout. Moi, je sais que quand j'étais petit, mais là c'est très récent hein, que j'ai changé, mais il y a encore peu de temps, on me disait, mais en fait que j'étais timide. Mais genre tout le monde me disait que j'étais timide. Alors moi, du coup, ce que je faisais, c'est que j'arrivais pas à mettre un mot vraiment sur mon caractère, et du coup, je me définissais en tant que timide. Et donc, pour moi, j'étais vraiment timide. Alors que c'était pas du tout le cas. Mais vraiment pas. Genre, je suis vraiment pas timide. Mais par contre, je suis introverti. Mais parce que on m'a dit que j'étais timide, et ben, ça m'a empêché de développer vraiment des relations avec les gens. Alors que je l'étais pas. En vrai, je peux parler à n'importe qui. J'ai vraiment aucune gêne ni rien. Mais parce qu'on m'a dit,
bah Jimmy, c'est quelqu'un de timide. Depuis tout petit. Oh, Jimmy, oh, il est un peu timide, c'est pour ça qu'il parle pas trop. Mais c'est pas pour ça que je parle pas trop. C'est parce que je suis introverti. Donc, ok, il y a des moments où je vais beaucoup parler, mais c'est pas, donc ça prouve que je suis pas timide, mais que je suis introverti. Il y a un moment où, ouais, ok, j'étais trop longtemps avec des gens, c'est vrai que j'ai besoin de me recentrer, d'être seul à un moment, tu vois. Et je pense que c'est super important, du coup, de vraiment se poser un moment et de se dire, ok, moi, je suis comme ça. Ça, c'est mon identité. Et vraiment d'avancer comme ça, parce que ça peut vous créer des blocages. Moi, du coup, j'ai encore des défauts relationnels à cause de ça. Parce qu'on m'a dit que j'étais timide et du coup, ça m'empêchait de développer certaines compétences relationnelles qui sont importantes. Et donc, vraiment travailler sur votre identité. Si vous n'arrivez pas à le faire seul, moi, je sais que c'est difficile pour moi de dire, bah, tiens, je suis comme ça, je suis comme ça. Bah, faites comme moi, envoyez un mail à un ami proche qui vous connaît réellement et qui est là pour vous dire, tiens, t'es comme ça, et puis voici tes forces, voici tes faiblesses. Tes faiblesses, bah, essaye de les travailler, et puis tes forces, essaye de vraiment les exploiter. Donc Hmm. voilà. C'est trop ouf ce que tu dis parce que pendant que tu parlais, j'ai quand même vu un petit peu ce qui se passait, tu vois. Parce qu'en fait, quand on dit que tu es timide et que tu t'es jamais trop posé la question sur qui es-tu, en fait, euh, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas te dire, OK, je suis timide. Et du coup, tu vas chercher à vivre cette identité, à être dans ce rôle qu'on t'a donné, en fait, de ce rôle que tu t'es découvert, entre guillemets, te dire, je suis timide, du coup, ben, je dois pas avoir, je dois me comporter comme un timide. Inconsciemment, c'est ce qui se passe, tu vois. Du coup, tu vas pas te fouler pour aller vers les gens, et ça, c'est trop faux, en fait. C'est trop faux, mais c'est un mécanisme qui se passe souvent en nous, et que ça nous empêche, du coup, d'affirmer notre réelle identité. Parce qu'une fois qu'on la connaît, selon moi, j'ai identifié en tout cas deux aspects qui peuvent nous aider, parce que c'est la question, je crois, nous aider à affirmer notre identité. Il y a des aspects extérieurs, des aspects intérieurs à nous. Les aspects extérieurs, très simplement, c'est ce que Jim disait, c'est les encouragements, en fait. Quand tu es dans un environnement où on valorise ce qui est particulier, ce qui est chez toi identitaire, très clairement, ça t'aide à t'affirmer dans ton identité, tu vois. Euh, je dis bien valoriser, hein. Aider à faire ressortir, à mettre des bons mots sur. Ah, tiens, t'as remarqué que quand tu parles, les gens t'écoutent. Vraiment, tu as un aspect de leadership chez toi. Tu sais, c'est essayer de mettre en évidence les faits chez les gens pour qu'ils puissent apprendre à se connaître et se questionner eux-mêmes. Et puis l'aspect intérieur, ben, je pense que c'est celui qu'on néglige le plus, hein. Quand je pense à moi, en tout cas, je me dis, bah, c'est quand tu te devant ton miroir et puis tu te dis, bon, punaise, qui suis-je au fond? J'ai agi comme ça, j'ai agi de la direction opposée, je me situe où au fait? Je me situe où? Et la manière pour affirmer son identité, c'est de faire un choix. C'est de faire un choix simplement de se prendre des points, de dire, ok, je suis ça, je suis ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Dans l'idéal, il faudrait que ce soit des points vrais, d'accord? Que ce soit basé sur la vérité. Et c'est pour ça que je reprends la parole de Dieu vraiment comme appui, au fond, parce que si pour assumer son identité, il suffit juste d'assumer, donc de faire un choix dans ce que je prends, ce que je ne prends pas, de ce qui est à moi, il serait quand même à notre avantage de se baser sur des choses vraies. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible, justement, elle décrit, elle parle de l'être humain, elle parle pour ceux qui ont donné leur vie à Christ, par exemple, de la nouvelle nature, de la nouvelle personne qu'ils sont. Et, et du coup, ce travail-là interne, c'est de se dire, OK, euh, 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 mais maintenant, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Voilà, je suis sain, par exemple, je suis bon, même si j'ai du mal encore à manifester la beauté, mais je suis bon. Et de prendre ces choses-là, de dire, bon, j'assume que je suis comme ça, mais j'ai du mal à le manifester peut-être dans tel domaine de ma vie. Et du coup, euh, c'est comme ça, je pense qu'on affirme notre identité au niveau intérieur. C'est quand on a ce travail perso avec les écritures, avec soi-même, son miroir, et puis on se met face à nous-mêmes, quoi. Et puis on a le courage de s'assumer, quoi. Je veux revenir sur le dernier aspect que Joe a un petit peu parlé. Pour affirmer son identité, je vais juste mentionner deux choses. Il y en a tellement à dire. Je pourrais même faire un livre, je pense. Il y en a tellement à dire, mais je vais me poser seulement sur deux choses. C'est connaître la vérité. Okay? Donc, la première chose, c'est connaître la vérité. La deuxième chose, c'est croire et confesser la vérité. Okay? Parce que parfois, on peut connaître, mais parce qu'on n'y croit pas ou qu'on ne le dit pas,
au fait, ça ne produit pas ce qu'on est réellement en nous. Donc, la première chose, c'est connaître la vérité. Donc, pour connaître la vérité, c'est simple. Si la personne qui a créé le portable, ok, je prends l'exemple du portable, la personne qui sait ce pourquoi ce portable a été créé, la meilleure personne qui peut le dire, c'est le créateur, tout simplement. Donc, pour affirmer son identité, pour connaître la première chose, il faut aller vers la personne qui a créé. Toute personne ici, nous avons été créés par le Dieu Tout-Puissant. Okay? Il nous faut connaître la vérité sur nous. Et la meilleure personne qui connaît la vérité, c'est la personne qui nous a créé, ce pourquoi on est là en réalité. Donc, il nous faut connaître la vérité. La première chose, c'est réellement ça, connaître la vérité. Quand on connaît la vérité, quand on connaît qui on est, quand on connaît ce pourquoi on est là, etc., ensuite, il faut y croire. Okay? Il faut y croire et le confesser. Un peu comme disait Joey tout à l'heure, de dire, voilà, je suis comme ça. C'est comme ça que je suis. Pour ne pas croire aux mensonges, parce qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de voix dans ce monde-là, et on va te définir d'une certaine façon. Tes amis vont vouloir te définir d'une certaine façon. Tes potes, tes collègues, tes camarades, enfin bref, tout le monde va vouloir te définir d'une façon, sauf que si tu ne connais pas la vérité sur qui tu es, tu risques d'accepter et d'endosser cette chose-là, de la mettre comme une parure et de vivre dans un mensonge, de vivre dans de la fausseté en réalité. Donc, quand on connaît, on affirme. Voilà. On affirme en le disant à nous-mêmes. Je suis comme ça. Voici ce que je suis. Voici ce pourquoi j'ai été créé. Voici mes forces. Voici. Et comme ça, personne ne va vouloir, quand moi-même je me dis déjà qui je suis, personne ne pourra me donner l'étiquette de qui tu es. Je prends l'exemple dans la Bible, Jacob, on lui a donné le nom de Jacob, okay, qui voulait dire voleur. Okay? Et toute sa vie, il a vécu comme ça, voleur. Donc le gars, c'était un voleur parce qu'on lui a dit tu es un voleur. Donc on l'a défini comme ça. Jusqu'à ce qu'il fasse sa rencontre avec Dieu. Okay? Et Dieu lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Et c'est cette identité-là, c'est ce qu'il était réellement, c'était Israël. Ce n'était pas Jacob. Il n'était pas un voleur. Il était Israël. Okay? Et c'est ça. Et je pense que la première chose, c'est vraiment cette rencontre-là qu'on connaît le Créateur, on sait ce pourquoi, il nous dit ce pourquoi on a été là, ce qui on est réellement. Et en réalité, après ça, il nous suffit de croire et d'affirmer en le confessant tout simplement. Je ne suis pas Jacob, je ne suis pas un menteur, je ne suis pas ça, je ne suis pas timide, comme disait Jimmy, je ne suis pas timide, je suis juste introverti. Et en le confessant, ça nous donne à pouvoir vivre épanoui et rentrer pleinement dans notre identité, tout simplement. C'est vrai. Et en petite anecdote qui me vient, je me souviens, quand j'étais très petit, on me disait « Ah, tu es débrouillard ». Et du coup, il y a des situations où des fois, j'avais peur de faire quelque chose. Et puis, je me disais « Mais non, mais si je suis débrouillard, je dois pouvoir faire ça. » C'est bête. Au final, j'avais toujours peur, mais parce que je savais qu'on m'avait dit que j'étais débrouillard, que j'avais accepté cette identité de débrouillard, j'allais quand même faire les choses. Et c'est simple, c'est simple. Juste qu'on m'a dit quelque chose, je l'ai accepté et je me suis dit que, comme je l'ai accepté, ça m'oblige à rester en unité avec ce que je me pense de moi, en fait. Simplement, c'est toujours ce qu'on fait, en fait. C'est toujours, je pense, ce qu'on fait, et parce qu'on n'aime pas trop se déphaser, en fait, en nous. Donc, si je suis timide, je vais me comporter comme un timide, en fait, parce que j'ai découvert que j'étais timide. Maintenant, c'est qui t'a fait découvrir que tu étais timide, au fond? C'est ça. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette discussion. J'espère que vous avez aussi entre vous pu avoir certaines réponses et même appris des autres. Et voilà, merci en tout cas d'avoir participé. Merci. Je pense juste. Merci. Merci à toi. De rien. Merci à toi, parce que du coup, tu as permis, justement, tu as rendu possible ce temps d'échange et c'est ça qui est cool. Ouais, super. Ah non, c'était vraiment cool. Ok. Yes. En tout cas, c'était top. Salut. Merci encore. À plus.